Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Journée mondiale de la liberté de presse, la 25e édition du dit événement se célèbre au Bénin dans un environnement pour le moins à polémique sur l'état réel des principes fondateurs de la liberté de presse. Le rapport RSF 2018 montre un État en chute libre sur des valeurs qui hier ont fait sa fierté. La pluralité d'opinion, le contradictoire. De la 78e place à la lecture du rapport, le Bénin s'est retrouvé à la 84e position. Un avis diversement partagé, même dans le rang des professionnels des médias. Mais en quoi se résume concrètement la manifestation de la liberté de presse au Bénin? Comment chaque Béninois la vit-il, la dite liberté, au quotidien? Ce sont là, entre autres questions, qui auront à constituer le fil d'Ariane de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème au menu, liberté de presse au Bénin, un pari gagné ou une quête permanente. La parole tout de suite et maintenant, non aux acteurs du secteur, mais aux consommateurs de produits de presse. À ma droite, il a nom Patrick Amand-Poyon, il est coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Amand-Poyon, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci. Le plaisir est grand aussi pour nos téléspectateurs chaque fois que vous passez par ici. Des contributions énormes, très enrichissantes les unes aux autres. Dit-on en face de vous pour l'instant débat, Serge Prince-Agboudian, juriste. Il est le président de la coalition des défenseurs des droits de l'homme. Une coalition qui vient fraîchement de le porter pour défendre les couleurs de ceux-là qui savent porter la voix des sans-voix. Serge Prince-Agboudian, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, le coach. Bonjour, téléspectateurs. Et nos félicitations au passage. Merci. Le Bénin fête, comme la communauté internationale, la 25e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une célébration qui vient quelques jours après la publication du rapport RSF 2018. Sous la rupture, dit-on, et le nouveau départ, la liberté de presse est mise à rude épreuve au Bénin. C'est du moins ce qui ressort du classement fait cette année donc par l'organisation Reporters sans frontières. Sur les 180 pays évalués au plan mondial, le Bénin occupe désormais la 84e place contre la 78e en 2017, soit 6 points en moins. Salue alors la polémique aussi bien du rang des gouverneurs que des acteurs au même loin de la polémique. Comment les consommateurs des produits de presse observent-ils le Bénin aujourd'hui à l'ère des défis qui s'imposent au secteur de la communication, en l'occurrence aux hommes des médias? Je me retourne sur la question d'abord vers Serge Prince-Agboudian. Serge Prince-Agboudian, la question devient de plus en plus récurrente, mais cette année, le défi est énorme. On reviendra sur le thème retenu cette année, mais autour de la question, la problématique de la liberté de la presse au Bénin, comment vous la vivez? Chers amis, si il était permis à Sika TV de revoir les archives de cette télévision, il y a un an, on était sur le même plateau, si vous vous rappelez, et j'avais encore le coach avec moi, et vous, animateur. Question de faire aussi un bon bilan, oui. Voilà. Et j'indiquais déjà le jour-là que, à l'allure vont les choses, nous ne serons pas bien notés, que nous allons davantage creuser dans le classement. Je l'avais dit parce qu'en ce moment, on était dans le contexte de la fermeture des studios de Idéal Production, et on était dans l'ambiance de la bruit, de la fermeture de Radio Soleil et beaucoup d'autres radios. Donc, j'indiquais dans cette émission-là que ma peur est grande parce qu'aucune mesure n'est encore en train d'être prise pour que le Bénin redemeure ce qu'il était dans le classement de Reporters sans frontières. Parce que lorsque on parle de la liberté de presse au Bénin, on a comme l'impression qu'on n'avait pas eu des scores. Je voudrais rappeler que le Bénin, à un moment donné, était le premier en Afrique. Premier en Afrique.
Et le Bénin aujourd'hui, vous savez, notre position en Afrique. Et donc, on ne peut pas parler de la liberté de presse. On ne peut pas justifier ce qui nous arrive par les commentaires, par les contestations, par tout ce que nous observons. On doit se prendre au sérieux, constater qu'un élève qui était premier et qui a commencé à chuter dans le classement, qui a un problème. Ne pas l'accepter, c'est ne pas rendre service à ce peuple-là. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui justifier ou contester un résultat, même si le résultat posait des problèmes par rapport à nous, par rapport à notre environnement. Mais la réalité est que nous étions premiers. Et qu'est-ce qui faisait que ce même pays qui était premier s'est retrouvé dans une situation? Ce que je conclus en disant qu'il y a un problème. Et les problèmes sont visibles. Tout le monde le voit. Même si on ne veut pas le dire, tout le monde le voit. Les problèmes sont-ils visibles? On va les apprécier. Mais en attendant, oui, Patrick Mampouillon, c'est vrai, hier, Bénin premier. Ensuite, d'autres péripéties que le pays a eu à connaître, engrangeant d'autres succès, mais aussi des espoirs, des bois, ça dépend d'où l'on se met. Mais ce qui est sûr, le Bénin a fait du chemin et désormais, tout se joue plutôt en dents de scie. Le consommateur de produits des médias que vous êtes pense que c'est inhérent à toute vitalité démocratique où il y a effectivement un problème qui se pose et il va falloir s'y pencher. Il y a un problème, mais je voudrais déjà dire que je me méfie des classements. Je me méfie des classements parce que lorsque j'ai appris que le Bénin a gagné 10 points dans le classement de lutte contre la corruption, j'étais tombé des nues. Donc je ne veux pas aujourd'hui me fier à ce classement qui va faire que demain on va dire le Bénin a gagné 15 points en termes de liberté de presse et le gouvernement va commencer par s'égosiller. C'est des hommes qui donnent les données qui sont utilisées. Et vous savez que l'homme est ce qu'il est et à tout moment les données, les intrants qui sont utilisés pour pouvoir analyser ces classements peuvent être déviés à gauche et à droite. Cela étant, il est visible pour tout le monde que nous avons régressé en termes de liberté de presse, il est visible. Donc je voudrais dire, je dénonce le caractère visible de la chose et je vais dénoncer ça même si Reporters sans frontières sort un classement et dit que le Bénin est premier demain, ça n'empêchera pas, si les faits sont toujours têtus, de pouvoir dire attention, ce n'est pas ce classement qui est le plus important. Le plus important, c'est que c'est visible aujourd'hui au Bénin que la liberté de la presse n'est pas évidente. Pour le consommateur, comme je dis, que vous êtes, qu'est-ce qui vous désole dans le quotidien qui est le vôtre par rapport à la presse, à ses produits? Je vais vous donner un exemple pratique. Vous savez, Soleil était la radio la plus écoutée du Sud Bénin. Aujourd'hui, Soleil est devenu une radio, web radio. Et ça, c'est quand même un fait patent. La Soleil FM a signé un contrat avec la HAC qui lui a loué une fréquence. Cette fréquence est piratée, la HAC ne fait rien. Ça, c'est quand même un fait patent. C'est-à-dire qu'au-delà des autres faits qu'on peut discuter, qu'on peut analyser, voilà des faits patents. Donc, à partir de cet instant, je dis, et ce n'est pas le seul. Vous voyez, par exemple, vous allez sur des radios où vous voulez parler et on vous dit, attention, il ne faut pas, attention, il ne faut pas, attention, il ne faut pas. Et aujourd'hui, vous voyez, au Bénin, vous voyez, quand je fais mes émissions, les gens me disent, coach, il faut éviter de parler de politique. J'ai dit, mais il y a des rédactions qui ne parlent que de ça. Ça veut dire qu'eux, là, ils ne parlent que de la politique. Ils sont positionnés anti-gouvernement. D'autres sont positionnés. Donc, ça pose un problème. Il n'y a pas d'équilibre dans la même rédaction. Et donc, à partir de tous ces aspects-là, moi, je pense que c'est patent, c'est visible, et que si le gouvernement dise que c'est un classement, c'est ceci, et ne veuille pas reconnaître qu'en réalité, il se passe quelque chose, quand on va analyser tout à l'heure, le gouvernement ne sera pas le seul responsable, mais il faut que le gouvernement se dise, attention, il y a un problème, pour que ensemble, tous les acteurs se mettent ensemble pour corriger ce qu'il faut corriger, pour que les choses puissent aller. Prince Serge Sagoudian, qu'est-ce qui vous désole, vous, dans le produit qu'on vous offre désormais? Vous êtes quotidiennement servi comme vous le souhaitez en tant que consommateur. Où se trouve le problème? Le problème se trouve dans plusieurs choses. Plusieurs choses qui sont constatées de par tous les Béninois. Vous êtes oui.
déjà, il faut quand même dire qu'il y a eu un diagnostic qui est fait. Et tous les Béninois savent que le diagnostic est clair et sans embâche. Ça fait allusion à quoi? Je fais allusion au projet de société du président Talon, qui d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir une évaluation chaque année qui nous indique à quel niveau nous sommes. Et je vais simplement inviter les téléspectateurs qui peuvent d'aller sur l'évaluation de la plateforme, l'évaluation électorale des OSC du Bénin par rapport à la plateforme des élections, par rapport aux médias, à la situation des médias et par rapport à la promesse du président de la République à cela. En lisant cela, on se replace dans la situation dans laquelle nous sommes. Le président avait déjà indiqué qu'il faut réduire l'influence politique et limiter le pouvoir exorbitant de la HAC. Bon, le pouvoir exorbitant de la HAC, c'est là. On l'observe. Lorsque vous prenez cette mandature, on n'a fait que des fermetures, on n'a fait que des interdictions, on n'a fait que des communiqués pour dire que vous violez les règles. On le ressentait un peu de nous, les rats passés, on le ressent un peu à l'approche des élections pour pouvoir éviter les dérapages. Mais ici, c'est des décisions qui sortent de toutes parts et qui posent le problème de la vision des acteurs qui animent cette haute autorité. Vous savez, la haute autorité dans la loi organique qui l'organise, ou même dans la Constitution, est l'organe qui a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse. La protection de la presse. C'est en protégeant la presse qu'on ferme, c'est en protégeant la presse qu'on jette, qu'on interdit. Je suis sur Sika TV ici. Je suis désolé de le dire tous les jours que je fais. Lorsque je rentre dans ce studio, dans le studio idéal, qui est repris par Sika TV, je suis peiné. Voilà une chaîne que tout le monde voit à l'extérieur. Vous allez à Ilia Kodi, vous verrez, tout le monde voit à l'extérieur, c'est un câble. Mais on nous l'interdit au Bénin. C'est interdit au Bénin. Ceux qui nous écoutent, parce qu'ils sont dans les autres pays, n'ont qu'à savoir que ce que nous faisons ici et que nous arrivons à produire cette émission idéale dans les studios d'Idéal de Cotonou en République du Bénin, que les Béninois n'ont pas le droit d'avoir ces images-là et que c'est en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal qu'ils nous voient. Ils seront abasourdis, mais c'est la réalité. Mais comment vous voulez avoir un résultat qui donne l'approche que notre liberté de presse avance en faisant des choses comme ça? Comment concevoir que des fréquences qui sont régulièrement données, autorisées et qui sont protégées par la haute autorité de l'audiovisuel soient prises en compte par, selon les gens, une forme de pirate? Mais dans un État, depuis des mois, comment imaginer que dans ce même pays-là, des journalistes sont décédés dans des situations qu'on n'a jamais expliquées? Vous avez M. Rumbo de Matinal, vous avez un certain nombre de journalistes. On n'a pas fait des enquêtes jusqu'à aujourd'hui pour nous indiquer clairement ce qui s'est passé, alors que c'est des défenseurs des droits humains. En tout cas, pour moi, c'est des gens qui sont dans la mission de la défense des droits humains, dans leur travail. Aujourd'hui, vous avez des personnes, des journalistes qui continuent à subir des menaces, à subir des influences. Et les influences, c'est dit dans la nature des atteintes à la liberté de presse. Dans la nature des atteintes à la liberté de presse, vous avez les pressions, la pression fiscale, par exemple. Et je sais qu'il y a des journalistes, compte tenu de leur orientation
de leur, comme eux-mêmes disent, de leur orientation à leur ligne. Mais ils sont redressés à beaucoup de millions. Vous avez les pressions financières. Vous observez que dans notre pays, là, chaque groupe, nous sentons des groupes de presse qui sont orientés et ils ne se plaisent même pas, ils ne se gênent même pas, puisqu'ils disent que c'est leur ligne éditoriale. Le journaliste, ligne éditoriale, c'est de nous dire ce qui est. Moi, je ne sais pas, peut-être que moi, je ne comprends pas, je n'ai pas fait l'école de journaliste, mais le journaliste, c'est quelqu'un qui remet les faits tels qu'il est. Et il peut même décider d'en faire des commentaires après, pour pouvoir... Et ces commentaires sont libres. Mais les faits d'abord. Mais comment expliquez-vous qu'on a une ligne directrice, une ligne de direction, je sais quoi, ce qu'ils disent, pour dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont vraiment pas vraies, et que vous soyez... Vous insistez là-dessus, des choses qui ne sont pas vraies, puisqu'il y a des journalistes qui reviennent s'excuser. Ils donnent les informations, et nous suivons, nous croyons, et après on nous dit que non, c'est faux. Et il y a plein d'essais. Et puis encore, c'est fait même en groupe maintenant. C'est ça qui est encore plus désolant. Vous lisez un titre, mais vous avez le même article chez tout le monde. Quelqu'un parle de cadrage. Mais on en est où, là? La liberté de presse, c'est des entraves. On parle de pression financière. Certains journalistes, vous les appelez, ils vous disent « Ah, moi, je ne veux pas perdre mon contrat. » Vous comprenez? Bien sûr, il ne veut pas perdre son contrat parce que combien il a? Et donc, si tu ne veux pas perdre le contrat, ben, tu suis le cadrage, puisqu'on nous a parlé de cadrage. Mais on est où avec ça? On est où avec ça? Mais Patrick Aman-Pognon, ça, c'est la lecture que fait Prince Abou-Djan. Vous observez les mêmes faits. Non, déjà, je voudrais dire à Prince Abou-Djan qu'en réalité, la HAC a perdu ses pouvoirs. Elle n'a plus beaucoup de pouvoir. Elle exécute maintenant les instructions du gouvernement. Donc, sur ce plan, le président Patrice Talon a atteint son objectif de limiter les pouvoirs de la HAC, puisque maintenant, la HAC ne peut plus protéger les organes de presse. La HAC reçoit l'ordre maintenant de dire qu'il est incompétent pour veiller sur la protection de la presse, qu'il est incompétent pour ceci. Donc, sur ce plan... Vous tenez ces faits d'où, Patrick Aman-Pognon? Vous tenez ces faits d'où? La HAC est de la plénitude de ses pouvoirs. Le président l'a répété récemment. Non. C'est-à-dire que, vous savez, il faut... Donc, la HAC est dans la plénitude de ses pouvoirs. En tout cas, le président l'a martelé. Donc, la presse est dans... Non, le président l'a dit. Mais le président sait très bien que la HAC n'a plus réellement de pouvoir. Et que c'est le gouvernement qui donne des instructions à la HAC pour sanctionner telle ou telle chose. Là, ça se faisait dans le temps, mais là, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Et je crois que, c'est-à-dire, le président sait. Moi, quand il parle souvent, il dit, comme le président sait ce que j'ai dit, on peut se comprendre. Le président sait que je sais, et il sait qu'il sait. Donc, bref, c'est pour dire qu'il a réussi, justement, à atteindre cet objectif. Donc, la plateforme des OSC n'a qu'à reconnaître que sur ce point, au moins, il a redressé, parce qu'avant, il n'avait pas dit qui aura le pouvoir qu'il va diminuer. Et donc, à ce niveau-là, il a repris les pouvoirs qu'il a diminués. Le pouvoir a diminué, ce n'est pas... Maintenant, c'est en contradiction avec le deuxième objectif qui s'était fixé, qui est de diminuer l'influence du politique. Mais là, il va vous dire qu'il n'est pas là en tant que politique, il est là en tant que chef de l'État, et c'est son gouvernement. Bref, je crois que c'est juste pour détendre un peu l'ambiance, pour dire qu'en réalité, nous sommes dans une situation où le diagnostic était bon. Mais le diagnostic était fait par quelqu'un qui était victime du peu de liberté de presse. Et donc, dans ce rôle de victime, il a fait un bon diagnostic. Maintenant, il est l'acteur, celui qui profite maintenant de la restriction de la liberté de presse. Là, ça devient difficile pour lui de pouvoir travailler dans le cadre de ce qu'il avait comme projet de société. Et l'objectivité ne se fait pas par rapport à un positionnement, non, Patrick Aman. Ah non, sinon, c'est un politicien. Ah là, un politicien plein. C'est un politicien. Et donc, vous comprenez qu'un politicien ne parle pas de votre objectivité, là. Et je voudrais que vous me trouviez 2 ou 3 politiciens au Bénin qui parlent en toute objectivité. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai un ami politicien et je laisse taquiner la dernière fois parce que je me rends compte qu'il ne me diffuse que des choses qui n'arrangent pas le camp adverse. Et je lui ai dit non.
tel que je te connais assez objectif, diffuse-moi des choses qui n'arrangent pas les deux camps. Vous savez, il y a eu des faits dans ce pays. C'est bien bon, on fait souvent des débats, on décrypte l'actualité, on critique le gouvernement, mais il y a eu des faits dans ce pays où l'opposition a décoré. Mais tu écris ça, on te dit tout de suite, tu as vendu Mèche, tu as rejoint le gouvernement et tout ça. Oh non, tout le monde doit être smashé, corrigé, critiqué. Dans un état démocratique, c'est comme ça fonctionne. Les analyses doivent aller dans tous les sens où on décrypte. Parce que quand tu critiques et que tu tires de cette critique des choses pour t'améliorer, ça te fait du bien. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de la critique, ont peur de la contradiction, ont peur de choses là. Moi, personnellement, je vous dis, c'est de la contradiction que j'évolue, que je progresse. Nous avons fait des débats ici où les gens nous ont copieusement insultés. Et quand on m'a relayé ça, les gens étaient surpris de voir que je ris. Je ris parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas communiqué pour me faire suffisamment comprendre. Donc ça fait qu'ils ont une perception des choses. Je donne des entrées simples. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire ici. Et les gens ont écrit correctement pour dire que moi, Maître Oumoula, le journaliste, on a pris de l'argent chez Alassane Ouattara. C'est pourquoi le débat était monocolore, tout ça. Alors qu'ils oublient que Maître Oumoula est pro-Gbagbo grave. Donc bref, on a fait le débat, mais après, quand ils nous ont bien insultés là, j'ai dit à Johannes, nous n'avons pas intégré un paramètre. Le paramètre que les gens pro-Gbagbo sont aujourd'hui en situation de faiblesse. Et il faut que dans nos débats, nous puissions pousser le gouvernement à en tenir compte. Si nous ne le faisons pas, c'est clair qu'ils vont nous attaquer et donc, tout ça. Il y a une question de positionnement. Il y a une question non, pas de positionnement, mais c'est-à-dire, même si le débat ne parle pas de ça, il faut quand même de temps en temps l'intégrer pour rendre le débat pluriel et tout ça. Et quand on l'a fait... Le contexte actuel de liberté de presse dont on parle, la question de responsabilité, quand vous suit, revient et semble être partagée. À tous les niveaux, à commencer par le peuple béninois lui-même. Le peuple béninois... C'est quoi la responsabilité du peuple dans la question de liberté? Très bien. Lorsqu'un journaliste, demain matin, écrit un article, fait des investigations et publie, et le gouvernement commence par le persécuter, quel Béninois bouge? Aucun. Et vous voulez qu'il soit libre? Vous voulez qu'il soit libre quand la question de... Qu'est-ce qui l'empêche d'être libre? Ah bon? Parce que la population ne réagit pas. Donc, il écrit la vérité, il meurt comme Nobel Zongo, et après... Vous savez ce que Nobel Zongo a dit 2 semaines avant sa mort? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je sais que je vais mourir dans les jours à venir, mais celui qui va tirer sur moi ne sera pas celui qui m'a tué. Parce qu'il aurait sauvé sa vie en exécutant une mission. Mais ceux qui m'auraient tué, ce serait le peuple burkinabé, s'il ne fait pas tout pour trouver celui qui a ordonné qu'on tire sur moi. Vous entendez? Il dit, celui qui va tirer là, lui, il aurait tiré pour sauver sa vie. Parce que s'il refuse le contrat, lui va mourir. Mais si on me tue et que le peuple burkinabé ne fait pas tout pour trouver celui qui m'a tué, ce serait le peuple burkinabé qui m'aurait tué. Pour cette chose, la responsabilité des populations dans ce qui est du devoir des hommes des médias. Quand on parle de la question de la liberté de presse. Je l'ai dit il y a un an, je le reprécise. Fondamental. La responsabilité est fondamentale. Je voudrais donner un exemple l'année dernière que je voudrais reprendre. J'avais dit que si ceux qui sont abonnés à CanalSat au Bénin s'étaient levés, on aurait déjà eu l'image de Sika TV chez nous. Parce que, je me rappelle bien, comme si c'était hier, on n'a même pas eu droit à une information avant que l'image soit cryptée. On n'a même pas... Comment imaginer que j'ai acheté mon abonnement avec des chaînes précises et dans les chaînes, dans le contrat, on m'a indiqué les chaînes. Et j'avais bien Sika TV. Un soir, je viens chez moi, je n'ai pas l'image. On ne me dit rien, on ne s'excuse même pas. On en est là jusqu'à aujourd'hui. Si les Béninois étaient en pleine responsabilité, on aurait eu au moins 14 à 15 procès dans tous les départements du Bénin. C'est-à-dire dans tous les tribunaux du Bénin auraient eu au moins une plainte contre l'opérateur. Tout simplement parce qu'il n'a pas respecté les règles. Lorsqu'on fait des choses comme ça, il y a des compensations, il y a des préavis, il y a un certain nombre de choses. On en a eu quoi? Donc le Béninois
à accepter qu'on viole ses droits. Et ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Donc, le Béninois a une responsabilité. Je continue. Les journalistes dont j'ai parlé, qui ont perdu la vie dans des situations inexplicables. Personne ne peut dire comment le journaliste Rumba est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça s'est passé? Rien. Mais à part ses parents qui vivent cela et qui en pleurent aujourd'hui, ces enfants qui en souffrent, on en parle comment? Qui en parle encore? Même pas Joël, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié déjà. Pour dire que lorsqu'un journaliste comme ça, un défenseur des droits humains comme ça, a des problèmes, tous les tests à l'international exigent qu'il y ait en priorité une clarification de la situation. Parce que lorsque vous ne clarifiez pas la situation, vous mettez le doute. L'État a l'engagement fondamental de tout faire pour qu'il y ait une suite d'enquête, pour qu'on comprenne que, non, c'est complètement privé, dans une affaire privée qu'il a été tué ou bien qu'il a été violenté. Et on fait la part des choses pour exprimer à ceux qui sont dans la lutte, à tous les citoyens, que cette affaire-là, ce n'est rien du fait de la fonction de l'intéressé, mais c'est du fait, justement, de la situation de l'intéressé. L'État a l'obligation de faire les enquêtes sur ces sujets-là, mais vous en avez combien? Les journalistes qui sont menacés, qui sont violentés, qui sont frappés, vous en avez combien? Et c'est justement sur ces questions-là que les gens nous notent. C'est justement sur ces comportements-là que les gens nous notent. Donc, la responsabilité des Béninois, en tout cas de ceux qui vivent cela, la responsabilité est entière. Et nous ne pouvons pas ne pas vraiment en parler. Et il y a un aspect que le coach a indiqué tout à l'heure, et je n'ose pas le croire. Lorsque le coach dit qui sait que la HAC, on lui donne des ordres et que la HAC n'a même plus de pouvoir, moi je ne crois pas, je ne veux même pas croire. Parce que il y a une norme qui règle la HAC. Il y a une norme qui réglemente la loi, la HAC. L'article 4 de la loi portant loi organique de la Cour, de la HAC, donc la loi qui fonde la HAC après la Constitution, indique à son article 4, si vous voulez bien, je vous le cite, que la haute autorité de l'audiovisuel, donc la HAC, est une institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, association ou groupe de pression de quelque nature que ça soit. Vous comprenez un peu ça? Tout à fait. Ça voudrait dire que même l'opposition, même la majorité, même les associations, les partis politiques, le pouvoir, personne. Coach Poyon semble dire que certes, ceci reste un fait, mais la réalité est telle que... Et je vais même donner un fait. Les papiers ne résistent pas. Non, je vais même donner un fait. Je vais même donner un fait. OK. Les fréquences de Soleil FM sont piratées. Soleil FM écrit à la HAC. La HAC, au lieu d'écrire au gouvernement pour demander la force publique pour pouvoir faire rayer l'ordre, écrit à Soleil FM pour dire qu'elle ne peut pas. Mais elle est en train de dire, je ne peux pas m'opposer à l'ordre. Elle est en train de refuser d'être indépendante. C'est pour ça que je vous invitais à aller voir l'évaluation qui est faite des 2 ans. Le rapport a indiqué clairement la situation et a déploré que, vous savez, la HAC n'a même pas, le président de la HAC qui est chargé de protéger la presse et qui a attribué sa fréquence et quelqu'un qu'on a appelé pirate, je ne sais même pas qu'on peut admettre qu'un pirate soit dans notre pays depuis des mois et qu'il opère dans un pays normal comme nous, et on est heureux de dire que quelqu'un est pirate et pirate nos fréquences. Le président de la HAC ou sa délégation n'ont même pas pu faire, en tout cas pour ce que je sais, un petit déplacement vers le site pour savoir concrètement comment ça se passe. Pourquoi se déplacer lorsque, depuis vos studios et peut-être les installations que vous avez à disposition, vous vous rendez compte que c'est au-delà de vos forces?
Mais oui, au-delà, on écrit au gouvernement pour demander au gouvernement de mettre à disposition les compétences, sans oublier que la HAC a les compétences, puisque la HAC a des équipements pour brouiller des fréquences, donc la HAC a les compétences pour brouiller la fréquence qui est en train d'interférer. Donc la HAC a les compétences. La France a donné les équipements il n'y a pas longtemps, avant que les problèmes ne commencent. Donc à partir de cet instant, je vous dis, les faits sont là. Maintenant, c'est vrai que moi, mon boulot est de remonter les faits afin que chacun, gouvernement, opposition, peuple béninois, chacun prenne ses responsabilités. Je dis, le peuple béninois, tant que le peuple va être un peuple de... chacun s'occupe de son cas, nous aurons toujours une régression en termes de toutes les libertés. Il faut que nous commençons par être solidaires. Quand la case du voisin brûle et que tu croises les bras, quand ta case va brûler, le voisin ne viendra pas. Vous avez constaté qu'il fut un temps ici où, dès qu'on veut porter atteinte à la liberté de quelqu'un, les mêmes personnes qui ont souffert de la même chose et qui ont eu la solidarité des autres se lèvent ensemble. C'est ça. C'est comme ça qu'on est fort. Et vous savez que ça a sauvé plein de personnes ici. Vous appelez candidat Zanaï pour ne pas parler seulement de la rupture. Candidat Zanaï, lorsqu'on a voulu l'arrêter un beau matin, et qu'il a crié sur les toits, on veut me kidnapper. Vous avez vu comment le peuple béninois s'est levé parce que lui, c'est un activiste. Il sait appuyer les boutons. Et ça, tout le monde n'a pas appris à appuyer les boutons. Mais il faut que le peuple sache que si nous voulons la liberté de presse, si nous voulons la liberté de ceci et cela, à partir du moment où quelqu'un joue le rôle que nous voulons qu'il joue, lorsqu'on le touche, on touche tous les Béninois dans ces conditions. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, quand il y a eu une situation quelque part et on veut tirer sur quelqu'un et il dit police, le gars baisse son pistolet. Vous savez pourquoi? Non. Parce que quand on tue un policier aux États-Unis, aucun QG de bandit n'aura la paix tant qu'on n'a pas retrouvé celui qui l'a tué. Pour que plus jamais ça n'arrive pas. Donc le gars sait combien ils auront des problèmes si ça arrive. C'est pareil dans d'autres pays pour la presse. Lorsque la personne sort sa carte de presse pour dire presse, on ne peut plus le toucher parce qu'on sait que quand on va le toucher là, l'État va tout faire pour traquer tellement les gens. Donc on sait qu'on ne touche pas à ça. Mais nous, on a tué un journaliste, on ne dit rien. Norbert Zombo est mort depuis 20 et quelques ans. On ne sait rien jusqu'à présent. On est là, on tourne en rond. Et puis le juge ne peut rien parce qu'il n'a pas les éléments, il n'a pas les moyens de travailler et tout. Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Chers invités, tel est le thème retenu pour la célébration de cette année. Et des États qui sont directement interpellés, les hommes de médias aussi, mais en adéquation avec le pouvoir judiciaire. Serge Prince Saboudan, ce cocktail, est-ce que c'est vraiment un appel encore aux États africains ou la chose des autres, comme ça se dit dans certains milieux? Non, nous, nos problèmes ne sont pas encore à ce niveau. Vous voulez parler de cet appel. Oui, vous voulez parler de la justice, vous voulez parler de la presse, vous voulez parler de comment j'appelle, l'état de droit. État de droit. On est en construction. Un état de droit, vous avez fait une enquête dans la sous-région, ceux qui nous écoutent. Vous savez, c'est le plus Béninois qui nous écoute seulement. Il y a tout. Regardez chez eux, vérifiez s'il y a encore des pays, même qui n'ont même pas eu le niveau de démocratie que nous, qui ont des pirates, soi-disant pirates, qui agissent sur des fréquences dans ces pays-là. Vous n'en trouverez pas. Faites une analyse pour voir. C'est une régression inacceptable pour le Bénin. Vous croyez que dans un autre pays sérieux, on va annoncer qu'il y a un pirate qui a pris d'assaut une fréquence, même à des pays proches, je ne vais pas appeler des noms, ils auraient réglé ce truc-là depuis, pour dire que les questions à l'international qu'on pose sont des questions qui nous interpellent à faire la démarche. Combien est-ce que vous avez vu un parquet de la République, je vais parler du ministère public, qui a engagé une procédure pour savoir ce qui se passe par rapport à cette affaire de pirates là, alors que dans la loi organique, il est dit clairement la responsabilité du parquet en cas de violation des règles de la liberté publique. Tu as vu un parquet se saisir de cette affaire. Ce qui me gêne encore, c'est que on ne le fait même pas. On ne s'en soucie même pas. C'est-à-dire l'absence de la démarche. Oui, on ne voit même pas. Moi, je suis pour qu'on fasse, puisque les lois l'ont dit, qu'on fasse. Il est dit clairement dans la loi organique que lorsque le président de la HAC
a des soucis comme ça en matière de violation des libertés, des droits et tout ce qui est dans la protection des droits, ou bien les règles même, les règles qui régissent les contrats, que les gens ont des difficultés dessus, il a le devoir, c'est dans la loi, de saisir le procureur de la République. Est-ce qu'il a saisi? Oui, et le silence est aussi à observer de ce côté-là. Mais, Patrick Aman-Poyon, vous le consommateur que vous êtes, le 3 mai, dans un État comme l'État béninois, au-delà du thème qui a été tout à l'heure dévoilé par Serge Prince Abou-Djan, sous quel sceau pensez-vous que le Bénin aurait pu bien célébrer cet événement pour faire un pas de plus? L'éducation du peuple pour les libertés de la presse. L'éducation du peuple pour les libertés de la presse. Nous nous attaquons au gouvernement. Le gouvernement ne bougera pas tant que le peuple ne réclamera pas ses droits. C'est-à-dire, il faut reconnaître que toute liberté n'est accordée dans l'histoire de l'humanité que parce que des gens l'ont réclamée. Le gouvernement n'a aucun intérêt à vous laisser faire des émissions qui ne l'arrangent pas. Donc, tant que cette liberté n'est pas réclamée par le peuple béninois, elle ne peut pas être concédée. Elle ne peut pas être concédée. Il faut qu'on comprenne les choses. Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'étais là un jour, quelqu'un m'écrit et il me dit, un collaborateur à Bamako, il dit, j'ai ma voisine qui est recherchée par la police parce qu'elle est opposante et vraiment elle est chez moi avec son mari et on risque de l'arrêter. Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, ce n'est pas possible au Mali. Ce n'est pas possible au Mali qu'on recherche quelqu'un parce qu'il est opposant. Et elle me dit, non, c'est pas une Malienne. C'est-à-dire, elle a fui son pays pour venir au Mali. J'ai dit, là, d'accord. Ce n'est pas possible au Mali qu'on puisse pourchasser quelqu'un parce qu'il est opposant. Ce n'est pas possible. Pour vous dire que nous avons beau chanter la démocratie béninoise, nous avons des démocraties qui sont en train de prendre le pas sur la démocratie béninoise. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer au Mali. Qu'on puisse persécuter quelqu'un parce qu'il est opposant. Donc, c'est pour vous dire, si le peuple lui-même, pourquoi ce n'est pas possible au Mali? À cause du cousinage, qui se fait que tout le monde est parent de tout le monde. Et personne n'acceptera qu'un parent puisse être, ou même, vous voyez, ils trouvent les liens de parenté partout. Donc ça veut dire quoi? Quand on touche quelqu'un, on a touché son parent. Le gars ne viendra même pas crier comme un opposant ou défenseur des droits de l'homme. Il dira président Ibeka, et c'est pas bon. Il va lui parler Bambara, il va dire président, ça ne peut pas se passer ici. Donc c'est pour vous dire, il faut que le peuple même comprenne qu'il nous revient à nous d'être solidaires, de ne cesser d'être égoïstes, de cesser de dire ça ne concerne que l'autre, ça ne concerne que l'autre. Tant que c'est comme ça, vous voyez la presse aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire l'effort de rester honnêtes, de rester intègres, qui leur donne de l'argent, qui donne une contribution, qui donne une souscription. Voilà de quoi il s'agit. Si tu ne peux pas donner une partie de tes revenus pour que la liberté soit garantie, alors quelle liberté tu veux que le gouvernement puisse garantir pour toi? Donc il faut que le Béninois comprenne. On m'a dit la dernière fois, quelqu'un m'a envoyé un message, il me dit, tu as appris que tel député a rejoint le gouvernement. Il dit, ton problème dans ça c'est quoi? S'il avait refusé de rejoindre le gouvernement, tu vas le défendre? Tu vas l'accompagner? Voilà de quoi il s'agit. Il faut que nous-mêmes, Béninois, nous commençons par prendre nos responsabilités et qu'on cesse de jeter la pierre aux autres. Jésus a dit, avant de chercher à enlever la paille qui est dans les yeux des autres, il faut enlever la poutre qui est dans votre yeux. Peuple béninois, il faut prendre votre responsabilité. En tout cas, un appel à vous, peuple. Pour l'instant, on a encore quelques minutes. Et oui, Serge Prince Abou-Djan, la question se pose si ce terme se trouve être un peu trop grand pour le Bénin et certains autres États africains. Alors, sous quel sceau devrait-on passer cette journée du 3 mai pour un Bénin qui a beaucoup apporté hier à l'Afrique et qui rêve encore gros? On croit quand même c'est un rêve de certains de ses fils qui hier et aujourd'hui aussi dans certaines positions vendent cher la peau du Bénin. Il faut d'abord que les acteurs du secteur prennent conscience. Les acteurs du secteur? Oui, qu'ils prennent conscience. Les hommes de médias? Nous, oui. Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment qu'ils prennent conscience qu'ils vont mourir? Non, qu'ils prennent conscience que les choses se dégradent. Vous savez... Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas conscients de la situation? De toutes les façons, pour nous qui sommes consommateurs, nous avons déjà notre opinion. Vous regardez dans la masse béninoise aujourd'hui, chacun, lorsque vous circulez, chacun sait le journal qu'il va acheter pour savoir l'information. C'est anormal, ça.
Ça dit que le peuple, les gens, les petits, tout le monde dans la rue, on sait que bon, aujourd'hui, tel journal, non, il n'y a plus rien là, il applaudit. Ah non, ça ici. Non, la presse donne des informations. Et observez il faut éviter ça. Donc il faut qu'ils prennent conscience. Ailleurs, avec les premiers classements qu'on aurait eu, on aurait eu au niveau de la RAC une rencontre, un atelier, une évaluation. On aurait, puisque c'est la RAC qui a la responsabilité de garantir et de protéger la liberté de la presse. Si cette structure fonctionnait normalement, les premiers classements, en tout cas, pour ce classement au moins, on doit faire un atelier pour évaluer, pour dire, mais qui sont ceux-là qui donnent les résultats? Qui sont ceux-là qui sont questionnés? Sur quoi on nous questionne? Il y a des éléments de questionnement qui vont toujours nous donner de mauvais points. Lorsqu'on parle de pression, ça va tout nous donner de mauvais points. Lorsqu'on parle d'entrave au pluralisme, ça va nous donner tout de mauvais points. Des journalistes aujourd'hui ne sont même plus en mesure de justifier les éléments qu'ils donnent. Puisqu'ils ont de cadrage, on leur envoie ce qu'il faut faire et ils ne vérifient même pas. Moi, j'ai vu des cas où j'ai été obligé d'écrire aux gens pour dire ce n'est pas ce qui est prévu dans la loi. Parce que celui qui a fait l'article n'a pas lu que les dispositions ont évolué depuis. Et donc, eux, ils n'ont fait que reprendre cela. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut donc que les acteurs prennent conscience, qu'ils quittent leur situation aujourd'hui où ils se sentent à l'aise ou non. Parce qu'ils sont dans un confort, je dirais, qui les amène à ne pas voir les choses telles que c'est. Dans un pays où on est en train de dégringoler de notre classement, que ça soit bien ou que ça soit mauvais ou pas, on va s'asseoir et on discute pour indiquer, pour voir les éléments qui amènent à cela et prendre des mesures, on appelle ça en qualité des mesures correctives pour éviter cela. Ce serait lorsque nous serons complètement derniers que les gens vont commencer à courir. Non, on aurait déjà tout gâté, on aurait déjà tout mis en danger. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, des pays qui n'ont pas fait notre effort, vous savez, la RAC fait partie des premières institutions que le Bénin, c'est le Bénin qui a été l'initiateur de cette structure-là. Aujourd'hui, les gens ont évolué, ils ont tellement évolué que nous, notre RAC est encore là, en train de massacrer, je dirais, entre parenthèses, la presse béninoise. Écoutez, lorsque nous parlons du président de la RAC, il a un pouvoir exorbitant, c'est dit, c'est vrai. Il faut limiter ses pouvoirs. Et en même temps, je voudrais dire que lorsque vous lisez la loi organique de la Cour de la RAC au niveau de son article 58, c'est la RAC qu'on a dit, on n'a pas dit le président, la RAC saisit le procureur en cas d'infraction de toutes les dispositions relatives à la loi organique et à toutes les lois. Lorsqu'on viole les règles du jeu, on viole les libertés de presse aujourd'hui, que les journalistes sont méprisés, que les journalistes n'arrivent pas à faire leur travail correctement parce qu'ils sont plus ou moins dans des situations de pression. Mais c'est à la RAC de dénoncer cela. C'est pas seulement le président. Oui, les responsabilités semblent partagées sur la question, mais Patrick Amampoyon, le Bénin, a-t-il des raisons de croire encore au grand rêve du Bénin d'hier qui a visiblement fait rêver plus d'un et permis à certains aujourd'hui de mieux se positionner? Oui, j'ai l'habitude de dire que nous avons eu des acquis à la conférence nationale qu'on n'a pas taillé dans le marbre. Et donc, ça s'est effrité avec le temps. Il faut avoir le courage. C'est vrai que les tenants de la conférence nationale n'aiment pas entendre ça, mais tous les fondements de la conférence nationale sont par terre. Tous les fondements, sans exception. La seule qui nous garantissait, c'était la Cour constitutionnelle. Et à partir du moment où le gouvernement, les institutions eux-mêmes violent les décisions de la Cour constitutionnelle, ça veut dire que le dernier bouclier que nous avons, ils sont en train de violer ça, de piétiner ça. C'est la problématique de la liberté de la presse, Patrick Amampoyon. Donc je dis, sur cette problématique, je voudrais dire à Maître que la presse ne pourra être que l'émanation d'un peuple. Et donc si nous n'éduquons pas le peuple béninois, il sera difficile que les journalistes puissent prendre quelque responsabilité que ce soit. Ils sont comme le peuple béninois. Et donc, à partir de cet instant, il faut éduquer le peuple à comprendre. Au Burkina, on ne peut pas acheter les journalistes comme on achète au Bénin et au Burkina.
parce qu'ils ont cette éducation depuis leur naissance. Et donc, il faut éduquer le peuple béninois. Merci Patrick Aman-Poyon. Il faut faire un tour de l'autre côté du Burkina. Oui, c'est une presse à respecter, il faut le reconnaître. Oui, Prince Aboudian, en quelques secondes. Je ne perds pas espoir parce que le Béninois, il a cette volonté de pouvoir avancer. Je voudrais simplement que cette émission que nous réalisons pour analyser la situation des libertés publiques, soit de la liberté de presse surtout, soit une prise de conscience pour que les acteurs, tous les acteurs, puissent vraiment jouer leur rôle. Tous les acteurs jouent leur rôle à fond parce qu'ensemble seulement toute victoire et réussite est possible. Patrick Aman-Poyon, Serge Prince Aboudian, ce furent un nouveau plaisir de vous avoir sur ce plateau autour d'un thème aussi sensible et important pour la vitalité démocratique. Mesdames, Messieurs, un plaisir aussi de vous savoir toujours à l'écoute. 100% Bénin, c'est terminé pour le numéro du jour. La citation du jour, ce sera avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est intéressé à la question de la liberté de presse. Je le cite: en soutenant, mesdames, messieurs, la liberté de la presse, nous défendons ensemble notre droit personnel et collectif à la vérité pure, la vraie. Merci donc pour votre aimable attention et à très bientôt.